Comme ça fait une éternité que nous ne nous sommes pas rencontrés, que nous n'avons pas pu bavarder ensemble, que je ne vous vois même pas au fond de l'écran et que vous me manquez, nous avons décidé de faire une conversation qui vous était destinée pour vous parler des livres autrement que sur une fiche argumentaire. Alors voilà, avec Nicolas, nous nous sommes installés et nous avons bavardé à propos de nos titres de la rentrée. On va vous parler donc de Leonardo Padura, Poussière dans le vent, de Ercur Örn Nordahl, Troll, et Rosa Montero, La bonne chance, et de Vicky Baum, Hôtel Berlin 43. J'espère vous revoir très vite en vrai. Poussière dans le vent de Leonardo Padura, traduit de l'espagnol par René Solis, en librairie le 19 août. Anne-Marie, vous pensez que Padura c'est un chef-d'œuvre? Oui, je pense que Padura, c'est un très grand auteur. Quand je l'ai rencontré, c'était dans un salon du livre en Espagne. C'était le Semana Negra. Et on était assis à table, tous les deux. Et il y avait ce garçon qui était là, qui était un jeune. On devait être dans les années 95, 96. Et on a commencé à manger côte à côte. On ne se connaissait pas du tout. Et puis on mangeait avec le même enthousiasme, tous les deux. Et on était plongés dans une fava qui est le cassoulet asturien. Ça a délié les langues. Et il m'a demandé qui j'étais, je lui ai demandé qui il était, et il m'a dit, est-ce que je peux vous envoyer mes textes? Alors j'ai dit oui, il m'a envoyé ses textes. Et là, j'ai lu, j'ai trouvé que c'était pas mal. C'était ses 2 premiers romans policiers. Je trouvais que c'était pas mal, mais que c'était pas publiable, exportable. Et je lui dis, quand tu sauras écrire de façon beaucoup plus littéraire, envoie-moi. Et dans les 4 mois qui ont suivi, j'ai reçu le manuscrit de Mascaras, c'est-à-dire Electre à la Havane. Et là, oui, il avait fait un saut qualitatif dans son écriture, et c'était très très bien. Et on a commencé à travailler ensemble. Et entre ses premiers manuscrits post-Cassoulet et Poussière dans le vent, son dernier roman, quel est le changement? Ah, le changement, il est formidable. C'est une progression extraordinaire. Parce qu'on voit qu'il s'est fait les dents sur le roman policier littéraire. Et pour moi, l'aboutissement qu'est La poussière dans le vent, c'est extraordinaire. Parce qu'on voit quelqu'un qui s'est construit, qui a du talent, qui sait exploiter son talent et qui tout d'un coup met tout en œuvre pour nous raconter quelque chose qui lui tient à cœur. D'ailleurs, c'est pas un hasard que maintenant Padura il soit toujours nommé aux côtés des plus grands romanciers actuels. Il gagne le même prix que Vargas Llosa, que Philip Roth, que Doris Lessing, que Margaret Atwood. Du coup, on voit que ce saut qualitatif est très important. Oui, mais vraiment. Et je pense que lire Poussière dans le vent, c'est une vraie expérience littéraire parce qu'on a un auteur qui sait raconter des histoires, qui sait créer des personnages, qui sait faire passer toute la société dans laquelle il vit et qu'il aime à travers la littérature. Et c'est un très grand auteur. Je pense que Padura va rester comme un des très grands. Alors on rentre là dans le livre, on est dans la période spéciale à Cuba. Il y a l'Union soviétique qui va peut-être chuter, peut-être pas, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde au tournant des années 90. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe à Cuba à ce moment-là et comment ça va affecter ce groupe d'amis qui sont les personnages principaux du livre? Alors, je pense que ce qui est très très important dans le livre, c'est le groupe d'amis. Parce qu'ils ont été élevés dans la Révolution. Mais une révolution qui avait des perspectives. Une révolution qui était très aidée par l'Union soviétique et qui donc répondait à ses premières aspirations et qui étaient l'éducation, la santé et permettre à toute la société de vivre. Et ces 8 jeunes gens ont été élevés là. Les personnages sont très intéressants parce qu'il y en a qui viennent d'immeubles populaires, pauvres, sans culture, rien, mais qui, grâce à l'école, vont devenir des médecins, des éditeurs. Et voilà, en 89, c'est l'écroulement mondial de l'Union soviétique et de tout le bloc soviétique. Et la répercussion, immédiatement, c'est la période spéciale à Cuba. L'Union soviétique disparaît, elle n'aide plus Cuba, et il se retrouve réduit à la pauvreté. La société se décompose, on a faim, on ne peut plus circuler à travers la ville. Padura raconte qu'il était journaliste à l'époque dans une revue, et il faisait 40 km à vélo par jour, aller et retour, depuis
sa banlieue natale de Mantiglia et la rédaction de son journal. Et il disait, et c'était affreux, tous les soirs que le bon Dieu faisait, c'est le moment où il se mettait à pleuvoir. L'amitié est très importante dans ce livre-là. On la voit sous tous les aspects possibles. Et il y a par exemple une phrase qui est très belle, qui est dite à un moment par l'un des personnages, où il dit que c'est quelque chose qu'on mentionne même pas, parce que c'est comme ce truc sacré des Juifs, qui mentionne pas le nom des dieux. C'est-à-dire c'est toujours là, mais on n'a même pas besoin de le nommer. Mais il y a aussi dans cette amitié, l'amour évidemment, mais les trahisons. Par exemple, les mensonges. Et il y a tout un délire vrai ou pas vrai, c'est ça la question, paranoïaque à Cuba, même entre les amis les plus fidèles. Oui, parce qu'il y a une vraie surveillance. Et il y a les comités dans les quartiers, il y a les comités révolutionnaires qui surveillent la vie de tout le monde. Mais il règne une espèce de méfiance. Et on n'a pas, quand on a un problème, on ne va pas à la police. Parce que c'est rentré dans les ennuis. Parce que si vous y allez, c'est que vous devenez suspect. Donc, dans le groupe des amis, se développe une espèce de brume, je dirais, de brume paranoïaque qui enveloppe tout. À partir du moment où il y a quelque chose qui cloche, qui se met à clocher dans le groupe, ça gagne peu à peu, très facilement, tout le groupe. Et lorsque l'une des héroïnes disparaît, il y a un suspense. C'est là que je dis qu'en tant qu'écrivain de romans policiers, il a appris des instruments qu'il manie, qu'il manipule, et il manipule le lecteur avec tout le talent de ce que sont toujours les écrivains de romans policiers, c'est-à-dire de grands manipulateurs, et en faisant de la littérature. De la grande littérature. La grande littérature. Et il y a un sujet qu'on n'a pas mentionné, qui est pourtant capital dans ce livre, c'est l'exil. L'exil, la diaspora de la génération de Padura, qui a grandi dans la Révolution, et aussi de la génération des enfants de cette génération. Du coup, qui ne vivent pas du tout Cuba, ni ce rapport à l'étranger de la même manière. Oui. Vous savez, il y a des romans mondes. Et ça... Poussière dans le vent, c'est un roman monde, parce que ça ne vous parle pas seulement de Cuba, ça vous parle de ce qu'est l'arrachement terre à laquelle on a senti qu'on appartenait, et la façon, comment va-t-on se reconstruire. C'est vraiment un morceau du XXe siècle qui est analysé avec non seulement cette génération des parents, mais les jeunes qui ont beaucoup plus d'agilité. Il y a Marcos qui est le débrouillard par excellence, le bricoleur, le débrouillard. Et qui doit vivre avec le passé et les secrets et l'histoire de leurs parents, que souvent ils ne connaissent pas. Oui. Et peut-être on peut vous laisser juste avec une dernière phrase qui parle justement du présent, du passé, du futur à travers cette petite fenêtre cubaine qui dit « Avec le socialisme, tu ne sais jamais le passé qui t'attend ». Oui, je trouve que c'est très bien. Troll de Eiríkur Örn Nordahl, traduit de l'islandais par Jean-François Salahin, en librairie le 26 août. Alors, Anne-Marie, quand j'ai vu Nordahl pour la première fois, j'étais frappé par ce grand homme avec un chapeau melon qui a une tête de fou furieux, extrêmement original. Comment vous avez découvert cet auteur? Il vient d'où? Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? Nordahl, d'abord, je pense pas qu'il ressemble à un fou furieux, parce qu'il a un regard d'enfant. C'est pas parce qu'il mesure 2,5 m et qu'il porte constamment un chapeau melon qu'il est... Mais je l'ai découvert par Éric Bouri, m'a dit, tous mes copains islandais me parlent d'un type qui est incroyable et qui a écrit un livre extraordinaire, qu'il faut qu'on le publie. Donc on s'est lancé dans la publication de Ilska. J'ai pris 2 gifles. En arrivant dans le texte, j'en ai pris plein la figure. Et jamais on n'avait abordé le populisme de cette manière. Jamais je n'avais vu cette façon de se servir de la littérature. Ce texte était inouï. D'ailleurs, il a été accueilli de façon formidable. Et on l'a très bien vendu. Et je me demandais si ce garçon allait arriver à faire un autre Ilska. Et oui, Troll, c'est dans la lignée de Ilska et c'est un grand livre dérangeant. Et je pense que la lecture qu'en fait Nicolas est très intéressante et j'aimerais qu'il nous explique comment il est entré dans ce texte.
C'était une expérience. C'est une expérience forte qui m'a bousculé, qui m'a malmené, qui m'a ébloui en même temps. D'abord, je pense qu'il faut que je vous présente Hans Blaer, qui est le personnage principal. Alors lui, c'est un troll trans-hermaphrodite de 33 ans, l'âge du Christ, qui mesure 1m75, pèse 65 kg, il a les yeux bleus et il a les cheveux blonds, parfois noirs, parfois avec une coiffure pompadour. Il aime la coque, il aime l'excès, il aime le sexe, il aime surtout contredire les gens. À son très jeune âge, il s'est rendu compte que les adultes ne possédaient pas le monopole de la moralité et il s'en est saisi. Et il est très rapidement devenu un troll sur Internet où il s'est rendu compte que le fait d'être anonyme lui permettait de dire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe qui. Et puis il s'en est franchi parce que lui-même c'était quelqu'un d'extrêmement différent puisqu'il est né homme et femme, il avait un phallus et un vagin et il a été élevé comme une petite fille en fait. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte qu'il était ça mais aussi l'autre et puis tout. Parce qu'il refusait d'être une seule chose en fait. Et il s'est dit, je vais m'appeler Hans Blaer, qui est le seul prénom épicène de la langue islandaise. Et il a décidé d'incendier l'Islande par ses provocations qui mettent en rogne les gens de droite, les gens de gauche, les anarchistes, les écolos et les féministes, les trans. Et du coup, il s'est fait des ennemis partout, mais des ennemis qui au fond rigolaient jusqu'au moment où il va faire le pas de trop, ou les pas de trop, parce qu'il en fait tout le temps. Et c'est ça l'idée de troll. Pourquoi c'est intéressant, ce livre ? C'est intéressant parce que c'est extrêmement contemporain. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on n'a plus l'habitude d'être contredit, et si on n'est pas contredit, on ne peut pas s'endurcir. Si on ne peut pas s'endurcir, on ne peut pas regarder le monde droit dans les yeux. On vit dans des espèces de coquilles aujourd'hui, et pour ce personnage, il n'y a que la provoque, c'est-à-dire le fait d'être facétieux et farceur, qui va devenir le réel. Lui, l'auteur, il cite Walt Whitman, le poète américain, pour dire que Hans Blaer, son personnage, il est vaste et contient des multitudes. C'est-à-dire qu'il est tout et tout le monde est son contraire. Et aujourd'hui, dans ce monde de réseaux sociaux et des médias, on ne sait même pas si les médias sérieux sont vraiment sérieux ou pas. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de voir ce type de personnage qui joue en permanence avec le feu pour nous déranger. Mais c'est ça toute la question du livre, jusqu'où c'est drôle, jusqu'où c'est intelligent, et à quel moment on va mettre le feu à la ville en fait. Vous avez l'habitude, quand vous lisez des textes, de relever des phrases, des choses qui vous plaisent. Là, par exemple, il y a des choses magnifiques quand Hans Blaer s'est décrit lui-même. Je vais vous lire un petit peu. Hans Blaer est un viking du Xe siècle, un colon du XIe, un esclavagiste du IIe, un leader et un traître à sa patrie du XIIIe, une suffragette avec un faible pour les pantalons en cuir et les porte-cigarettes, un clochard qui erre à travers les plaines d'Amérique à bord des wagons à baie de paille et se masturbant, une fillette en robe courte qui ne connaît pas ses limites, spécialiste ES loisirs, loisif personnifié, le hipster en quête d'essence qui se perd dans la gastronomie, la poésie, le vélo, le trollage, la menuiserie, l'haltérophilie, les recettes des cocktails. C'est lui, Hans Blaer. Et du coup, Hans Blaer va nous parler de tout ça. Oui. Et on va être là, au cœur de l'Islande. On va penser que cet homme est un franc-tireur qui ne vise sur personne, mais il vise très bien. Et en fait, il vise sur nos têtes à nous. Et c'est à nous de nous en sortir et de voir si on est suffisamment dur et costaud pour réfléchir vraiment, pour aller au-delà de ces provocations. Et en tout cas, on va quand même voir une grande œuvre littéraire qui est aussi émouvante que le personnage qui fait pleurer Goebbels lui-même. La bonne chance de Rosa Montero, traduit de l'espagnol par Myriam Chirous, en librairie le 2 septembre. Anne-Marie, on va parler de la bonne chance. C'est drôle parce que il y a ce titre, La bonne chance, voilà, très lumineux. Et pourtant, le début du livre, on voit le bâtiment le plus moche du monde dans le village le plus noir et le plus moche du monde aussi. Comment est-ce qu'on peut créer une histoire d'amour déjà et aussi très lumineuse dans un cadre pareil? Le grand talent de Rosa Montero, c'est de monter ses romans comme des mécanismes d'horlogerie. C'est-à-dire qu'elle nous plonge dans la noirceur d'un personnage qui se fuit lui-même. C'est une espèce de suicide social qu'elle met en scène dans cet endroit affreux. Et nous savons
que cet homme porte un poids très très lourd et qu'il a eu un passé absolument sordide duquel il est ressorti en ayant appris des solutions de survie. Mais il n'arrive pas à survivre. Et là, tout d'un coup, dans cette noirceur totale, dans cette dépression, apparaît la lumière. Mais elle apparaît peu à peu, avec aussi une construction romanesque formidable, parce qu'elle nous montre cette femme, Raluca, qui... ils n'ont pas un coup de foudre, ces deux-là, quand ils se rendent compte. Raluca le trouve beau garçon, puis elle le trouve surtout très paumé. Donc elle va le prendre en main. Elle est caissière dans un supermarché, et Raluca, elle estime qu'elle a eu de la chance, la bonne chance. Et peu à peu, elle nous raconte comment vient cette chance. C'est extravagant, parce qu'elle était dans une noirceur totale. Elle aussi, c'est une enfant qui a été trouvée, un bébé trouvé sur un banc. Enfin, et elle sait se raconter une histoire qui la fait rêver. Et surtout, elle est généreuse. Et elle a, dans ce monde absolument noir de ce patelin paumé, elle sait créer des bulles de bien-être, de sourire. Et elle va finalement entraîner Pablo, cet homme qui a tout perdu, qui va être... on est aussi dans un roman un peu policier. Il est persécuté, je ne vous dis pas par qui, parce que c'est quand même... mais c'est extraordinaire. Et puis, il y a des gens bizarres qui surveillent aux alentours, on ne sait pas qui ils sont, et dans une ambiance de roman noir absolu et terrible, la présence de Raluca allume des spots de lumière qui peu à peu vont envahir ce garçon. Et comme c'est un roman de Rosa Montero, on va voir que l'humanité du monde peut vous être révélée par la présence d'un animal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, c'est pas un livre naïf. C'est pas un livre où on se dit le monde est beau malgré le fait que ça soit un village paumé où il y a le chômage, etc. Et Rosa Montero, elle arrive à montrer les duretés, les côtés vraiment durs et voire affreux. Et malgré cela, nous lecteurs, nous sommes pris par la beauté des personnages qui sont très nuancés d'ailleurs, mais on dirait que c'est quand même cette envie de beauté ou de lumière qui l'emporte. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont très intéressants. Par exemple, cet homme perdu qui est d'une noirceur, qui vit dans un monde d'une noirceur absolue. Il a un talent, c'est un artiste, il a créé de la beauté et il n'a jamais eu d'amis, mais tout d'un coup, il va découvrir à l'étage au-dessus un vieil homme qui va devenir son ami. Et c'est ces petites choses de la vie que Rosa Montero sait nous montrer et qu'elle sait mettre en œuvre dans tous ses romans et qui ne sont pas mièvres. Parce que si on vous raconte simplement l'intrigue dans un livre feel good, c'est très bien. Sauf que on est dans la littérature aussi et dans la construction psychologique fine des personnages. En particulier, le personnage de Raluca, qui a l'air tout positif, l'est pas tant que ça. Elle souffre, mais elle sait sortir, elle a appris, c'est une survivante, et donc elle sait qu'il faut prendre tout ce qu'il y a de bien. Et elle aussi, elle a un rapport à l'art. Et là, c'est très ironique et drôle, mais elle va aller jusqu'au bout, et lui va respecter, lui qui est un artiste, quand il se rendra compte qu'il est amoureux d'elle, il va aussi respecter le rapport qu'elle a avec l'art. Est-ce que vous pensez que ce sera la plus belle histoire d'amour de la rentrée littéraire 2021 ? En tous les cas, la plus optimiste, oui. C'est très bien, on en a besoin. Hôtel Berlin 43 de Vicky Baum, traduit de l'anglais par Cécile Vachebrot, en librairie le 9 septembre. Alors, pour cette rentrée, on va aussi publier dans notre collection Suite, la 7e croix d'Anna Segers, qui est un livre sur la montée des totalitarismes nazis, qui a été écrit avant la guerre notamment, extrêmement puissant et beau. Et là, en fait, dans ce sort de package sur des livres écrits avant la fin de la guerre, nous avons un deuxième qui va être publié cette fois-ci en grand format et qui s'appelle Hôtel Berlin 43 de Vicky Baum. Comment vous êtes arrivé à ce livre, Anne-Marie ?
Ce livre m'a été proposé, comme Anna Segers, par Nicole Barry, qui est notre directrice de collection, et qui m'a fait remarquer que ce livre de Vicky Baum, qui a été très connu dans les années 60, c'était vraiment un auteur de best-seller, un auteur à succès, et en particulier, elle a eu de nombreux romans adaptés à Hollywood. Et celui-là en particulier, il a été tellement important aux États-Unis, où il a été écrit par son auteur d'ailleurs en anglais, qu'il a été envoyé, tout comme la 7e croix, dans l'équipement des GI qui sont allés en Normandie. Oui, parce que c'est un livre qu'elle a écrit en 1943, où elle prévoit la chute du Troisième Reich. Et elle le fait à travers, elle crée un symbole du Troisième Reich dans un grand hôtel à Berlin. On a les hiérarchies militaires et on a la Gestapo. Il y a des femmes. Qui sont ces femmes, Anne-Marie, justement? Il y a un moment dans le livre qui m'a marqué, c'est l'une des 2 femmes principales, vous allez nous raconter qui elles sont, et elle dit « Le plus grand luxe dans la vie d'une femme, c'est le droit de dormir toute seule ». Qui sont donc ces 2 femmes qui ne dorment jamais seules? Ni l'une ni l'autre. L'une dans le confort, elle est une jeune actrice qui a été distinguée par le Führer un jour où elle lui donnait un bouquet, et tout le monde a vu qu'elle prenait bien la lumière, donc elle est devenue actrice de cinéma et elle fait du théâtre. Et un élément important qu'elle fasse du théâtre, c'est qu'elle est incapable de réagir aux situations autrement qu'en référence au théâtre et à ce qu'elle a joué. Heureusement, elle a joué du Shakespeare. Mais elle est la maîtresse d'un général à l'ancienne, à la prussienne, qui lui est le Führer et qui a comploté contre lui. Et l'autre femme qui est donc Tilly? Tilly, qui elle est là, on lui a concédé une chambre à l'intérieur de l'hôtel parce qu'elle est là pour décorer et surtout pour s'occuper des jeunes lieutenants, capitaines qui sortent du siège de Stalingrad et qui arrivent détruits. Mais cette jeune femme, elle est très pauvre. Elle a une robe de soirée, mais son obsession pendant tout le livre, ça va être de trouver une paire de chaussures, parce que ces chaussures n'ont plus de semelles. Et à côté de ces femmes et toute cette intelligentsia militaire et policière allemande, il y a un personnage très différent qui va être au centre de l'intrigue. On va savoir qu'il y a son nom qui est griffonné dans tous les murs de la ville. Du jour au lendemain, on se met à parler. On entend des rumeurs, ça devient presque une légende urbaine. Et c'est un tel Martin Richter. Oui, c'est un jeune homme, un étudiant en médecine qui a échappé. Pour limiter les mouvements étudiants, le Troisième Reich a décidé de décapiter 12 étudiants qui ont participé à ces mouvements. Et là, Martin Richter, il s'est sauvé, et donc il n'a pas été assassiné. Et il est dans la ville, il essaie d'échapper, on ne sait pas comment, mais il est sauvé par le sommelier du grand hôtel qui le cache dans la cave. Et là, en fait, il va arriver à rencontrer cette femme, l'actrice, la jeune actrice. Ils vont se retrouver en tête-à-tête. Lui, il se cache. Elle ne sait pas si elle doit le dénoncer ou pas. Et il y a un moment très intéressant dans le livre où lui, il se dit dans sa tête, il faut que je parle parce que sinon, elle va réfléchir trop, elle va me dénoncer. Et il devient une sorte de Sherazade, mais de la réalité allemande. Et c'est lui qui lui parle à cette femme qui est dans cette bulle et adoubée par le Führer et par les généraux. Et lui, il commence à lui raconter la vraie vie qui se passe en Russie, ce qui se passe en Allemagne même. Et elle se demande s'il faut croire ou pas à tout ça. Oui, il fait que la politique et la guerre rentrent dans la vie de cette femme qui vivait en dehors de tout. Et lui, il revient du siège de Stalingrad. Il a été très très éprouvé et il sait ce que veut dire que les raids aériens commencent. Et il sait aussi, et il y a un moment, il y a une scène, cette femme a un talent de romancière extraordinaire, et quand elle nous raconte, lorsque tous les personnages vont se retrouver réunis dans l'abri pendant un bombardement, c'est formidable parce que elle va à ce moment-là démonter toutes les hypocrisies. Mais évidemment, Martin et la jeune comédienne vont s'aimer à un moment donné. Là, ils se regardent, ils sont jeunes, ils ont le même âge, et je ne vous raconte pas la fin, mais quand même, c'est un livre plein d'espoir. Il y a un peu d'espoir. Oui. Et d'amour. Et d'amour. Bonus track, la voiture de Leonardo Padura. Anne-Marie,
Comment on fait pour acheter une voiture à Cuba? Ah, ça c'est une aventure qui peut vous prendre des années. J'étais en 2001 au Salon du Livre de La Havane et j'étais arrivé par l'autobus normal et puis je me suis perdu un peu, c'est très grand, c'est dans la citadelle qui tient le port de La Havane et Padoura me récupère, on était sur le stand français et on sort et ça va fermer et on marche et je reconnais pas le chemin pour sortir. Et je dis mais c'est pas par là. Et puis il me dit on va au parking. Je dis au parking des écrivains et il éclate de rire et il me dit je suis le seul écrivain de Cuba qui a réussi à avoir une voiture. Ça m'a pris 6 ans. Je l'ai payé d'occasion à prix d'or. Et si je n'étais pas publié à l'extérieur, je n'aurais jamais pu avoir une voiture. Et il m'a fallu une autorisation du ministère de la Culture pour pouvoir, non pas qui m'ont aidé à l'acheter, non, pour pouvoir être candidat à l'achat d'une voiture d'occasion. Et après, j'ai eu 6 ans de démarches à faire. D'autres anecdotes comme ça, vous en aurez dans Poussière dans le vent et vous apprendrez notamment comment obtenir un visa quand vous êtes cubain.